Tac. Non. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, on voit bien ton écran. Peut-être que tu peux le mettre en plein écran, si c'est possible. Yes. Ça le fait? C'est tout bon. Eh bien, c'est parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des résultats en fait de la manip que j'ai faite, donc qui était maths PCB, qui portait sur l'effet synergique d'une contamination maternelle au PCB et du changement climatique, donc sur un poisson sténotherme froid, l'omble chevalier. Donc le contexte global de l'étude, c'est le contexte du réchauffement climatique, donc avéré et mesuré, où on a des prévisions pour 2100 qui pourraient atteindre 4,4 degrés de hausse de température. On est dans un contexte de déclin de la biodiversité déjà depuis quelques décennies, avec un accroissement des stress physiques qui mène à une érosion de la biodiversité. Donc nous, on va s'intéresser à cet impact au réchauffement climatique sur les poissons donc, ectothermes et notamment sur les premiers stades de vie qui sont particulièrement sensibles pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils sont immobiles et qu'ils ont une faible capacité de mouvement et puis surtout, ils ont une capacité homéostatique qui va être immature. Dans la littérature, on retrouve de nombreux effets qui sont décrits sur ces premiers stades de vie, notamment des variations de la taille à l'éclosion en fonction de la température, une augmentation des malformations aux deux extrémums de la tolérance thermique, une augmentation de l'utilisation de la réserve vitéline, du métabolisme et de la croissance qui va être augmentée avec la température. On va également avoir des impacts au niveau du comportement, notamment en termes d'agressivité, qui va augmenter avec la température, et puis une activité des larves, pareil, qui va être augmentée aux extrêmes de température. Ces augmentations de température ont donc un impact direct sur la faune, mais ça va avoir aussi un impact indirect sur elles par une modification de leur environnement, et notamment une modification des polluants, notamment sur les PCB, puisque ça va accroître leur biodisponibilité en augmentant leur volatilisation. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des PCB comme polluant pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un polluant historique, il est interdit en France depuis les années 1987. C'est un polluant qui pose problème, il est toxique, c'est un cancérogène de classe 1 pour l'homme, c'est un persistant dans l'environnement, il est bioaccumulable, il va être lipophile, donc il va se mettre dans les graisses. Il en existe de nombreux congénères, on en a 209 et leur toxicité va dépendre en fait de la place des atomes de chlore. Ces PCB, sur les premiers stades de vie, vont avoir notamment des impacts au moment de la gastrulation, donc vraiment au tout début des stades de vie, donc de la formation des feuillets, et ça va notamment mener à des malformations au niveau du sac vitellin qui sont notamment recensées chez la larve de zébrafiche, à des modifications également de croissance et de survie. Et puis, on a un effet transgénérationnel de ces PCB, puisqu'ils vont se biocumuler au niveau des graisses et notamment au niveau de la réserve vitéline. On va avoir une transmission maternelle de ces PCB qui va conduire à une diminution notamment de la survie donc DF1 et puis à une modification du comportement avec une hyperactivité des larves qui a été recensée et à des modifications transcriptomiques, notamment sur les gènes de croissance. Ces polluants et notamment les PCB vont également avoir un impact sur la tolérance thermique des organismes, puisqu'en fait, ça va avoir tendance à diminuer la tolérance thermique des organismes. Quand on va avoir deux polluants ou deux stresseurs, on va avoir donc différents types d'effets. On va avoir des effets synergiques. Alors là, il y a un souci sur mon diapo, où en fait, on va avoir un polluant plus un polluant égale 3 ici. L'effet va être augmenté. On va avoir des effets antagonistes, où en fait, l'impact des polluants additionnés va diminuer, et un effet additif, où là, on va être à 1 plus 1 égale 2. Donc, pour observer ces différentes réponses à deux polluants, on va s'intéresser ici à l'omble chevalier. Alors, pourquoi l'omble chevalier? Parce que c'est une espèce patrimoniale de nos lacs alpins qui a un intérêt socio-économique fort. C'est une espèce également qui est classée en danger par l'IUCN. Et puis, c'est une sentinelle du réchauffement climatique. On est notamment au sud de son aire de répartition. De plus, localement, au niveau du lac du Bourget, on a un souci avec cette population, puisque malgré des efforts d'amélioration de la qualité d'eau et de repeuplement, depuis quelques décennies, on a une diminution, voire une stagnation, parce qu'on n'a plus les données, puisque c'est des données de capture,
de cette population, donc le chevalier. Alors, des études précédentes ont été faites au laboratoire et montrent donc un impact de la température sur les premiers stades de vie. Néanmoins, les modélisations de Kelly et Hall qui ont été faites au laboratoire nous montrent également que la température seule ne peut pas expliquer ce déclin, voire cette stagnation de population. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au PCB, puisqu'en fait, le lac du Bourget est fortement contaminé au PCB par une pollution historique qui vient de l'affluent du Tillet. Et on retrouve dans les chairs, dont le Champalier, environ 200 nanogrammes par gramme de PCB, ce qui est au-dessus de la norme européenne, puisqu'on est normalement à 125. Comme on est au-dessus de cette norme, l'ongle chevalier est donc interdit à la consommation et à la pêche au niveau donc, du lac du Bourget. Donc, le but de cette étude était d'apporter des connaissances fondamentales et mécanistiques sur la transmission maternelle de ces PCB, couplée à une hausse de température. Pour ce faire, on a pris donc 12 femelles et 12 mâles qu'on a été chercher donc à la pisciculture Murga. On a acclimaté nos individus et puis ensuite, on a injecté seulement les femelles en intrapéritonéal avec 3 doses différentes de PCB. Alors, on a choisi l'Arochlore 1254 parce qu'en fait, c'est le plus proche des mélanges de PCB qu'on va retrouver dans le milieu naturel. On les a contaminés à 1000 nanogrammes par gramme, à 500 nanogrammes par gramme, et puis on avait nos témoins où on a juste injecté en fait l'huile qui nous servait d'excipient. On a incubé, donc chaque ponte a été fécondée par un pool de mâles, puis chaque ponte a été divisée en deux pour être mise à 2 températures différentes. Donc on avait 4 degrés qui est la température classique d'incubation des premiers stades de vie, et puis 8,5 pour augmenter notre température et être dans les modèles du GIEC. On a travaillé donc sur les premiers stades de vie qui vont donc de la fertilisation jusqu'à juvénile 1, donc en passant par le stade éclosion, donc où les larves vont sortir de leur chlorion, le stade émergence où elles vont commencer à avoir une activité natatoire, le stade d'alimentation mixte où elles vont commencer à se nourrir mais en ayant encore de la réserve vitéline, le stade d'alimentation exogène où elles n'ont plus du tout de réserve vitéline, et puis le stade juvénile 1 où elles vont acquérir un faciès d'adulte. On a regardé donc le taux de PCB dans les ovules pour voir vraiment ce qui était passé en transmission maternelle, le taux de survie, on a regardé les taux de malformation, les mesures de stress avec des stress oxydatifs et neuronaux, notamment en regardant le neurotransmetteur acétylcholine estérase. On a regardé aussi des paramètres de croissance et des paramètres métaboliques de performance. Et puis, on a travaillé sur des paramètres de croissance allométrique. Donc, la croissance allométrique, en fait, c'est un rapport entre la longueur totale et puis différentes parties du corps qui vont nous donner des renseignements vraiment plus écologiques. Donc, tout ce qui va être sur la partie tête, en fait, ça va nous donner des notions sur la perception de l'environnement, la vision, la respiration et l'alimentation. Au niveau du tronc, ça va nous donner des informations sur tout ce qui va être digestion et assimilation des aliments. Et puis, sur toute la partie postérieure, ça va être vraiment de l'acquisition musculaire et de la performance de locomotion. En parallèle à ces paramètres, on a fait aussi des tests de comportement, notamment des tests d'agressivité interindividuelle, où on a noté 4 types de contacts. Est-ce que nos larves vont rentrer en contact? Est-ce que les 2 individus, quand ils rentrent en contact, ils partent? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui part? Est-ce qu'ils restent à côté? Ou alors est-ce qu'ils décident de suivre? On a regardé aussi l'activité en regardant la nage, avec donc pas de nage, donc l'inactivité, qui est une réponse. Une nage rapide, donc inférieure à 5 secondes, et puis une nage dite normale, supérieure à 5 secondes. On a regardé aussi l'anxiété des larves en fonction de leur positionnement dans la colonne d'eau. Une larve normale va avoir un positionnement en bas et en périphérie de la colonne d'eau. En fait, elle va avoir un positionnement dit anxieux pour échapper à la prédation. Donc, plus nos larves elles vont être en haut de la colonne d'eau et au centre, et en fait, moins elles seront anxieuses. Ça nous renseigne sur la capacité d'échappement aux prédateurs notamment. Donc, pour les résultats, la teneur donc, dans les ovules, on retrouve bien nos 3 groupes. Donc, vous avez donc supérieur à 250 nanogrammes. En fait, ça, c'est les femelles qui avaient été injectées à 1000 nanogrammes. Donc, c'est ce qu'on cherchait. On est proche de ce qu'on va retrouver dans le Bourget, parce que dans le Bourget, on est à 200 nanogrammes par gramme. Ensuite, on va avoir un groupe qui va tourner autour de 125 nanogrammes par gramme. Donc ça, c'était les femelles injectées à 500. Donc on est autour de la norme européenne. Et puis nos témoins qui sont quand même autour de 50, pour lesquels on avait juste mis de l'huile.
Alors, ces résultats et cette variabilité entre ce qu'on injecte et puis ce qu'on retrouve dans les tissus, c'est classiquement retrouvé dans la littérature et c'est aussi très variable ce taux de PCB en fonction de là où on va doser les PCB. Comme vous le montre en fait le graphique, pour un même individu, si on dose dans les branchies, dans le rein ou dans la graisse abdominale, on a vraiment des tenages qui sont très variables. Si on regarde le taux de survie, donc en bleu, vous avez les mesures qui ont été faites sur les larves incubées à 4 degrés, toutes les nuances de bleu. Et puis tout ce qui va être orange et rouge, ça va être les larves incubées à 8,5. Donc on voit qu'on a pour les témoins, que ce soit à 50 nanogrammes par gramme, à 8,5 degrés ou à 4 degrés, on est autour de 70% de survie. Pour les larves incubées à 4 degrés et puis contaminées à 125, on est presque pareil que les témoins. On est à 70% de survie. On commence à avoir un déclin vraiment de la survie avec les larves contaminées à 125 nanogrammes et puis incubées à 8,5 degrés. Et puis, c'est un peu la catastrophe pour les larves qui ont été contaminées à 250 nanogrammes par gramme et incubées à 8,5, puisqu'on tombe vers les 12% de survie. Et on tombe vers les 20% de survie pour celles incubées à 4 degrés et contaminées à 250 nanogrammes par gramme. Donc, quand on regarde dans la littérature, c'est classiquement connu qu'il y a une diminution de la survie avec la température. Nous, ce qu'on montre ici, c'est qu'on a vraiment un effet dose de 150 nanogrammes par gramme, puisque à 4 degrés, on a quand même une chute assez forte du taux de survie. Et puis, on a un effet cumulatif ici de la température et de la contamination en PCB à 250 nanogrammes par gramme pour les larves incubées à 8,5. Quand on s'intéresse au taux de malformation, donc les modèles sur les résultats ont été faits avec des modèles GLM, et donc ça nous montre qu'on a bien un impact sur nos malformations de la température, du stade biologique qui a été pris en compte, et puis de la contamination maternelle en PCB. On peut voir au premier abord que pour la température, on a bien, quand on regarde nos témoins, quand on regarde nos témoins, j'essaye de vous montrer, ici et là, à chaque fois, hein, c'est les témoins à 50, tchouk tchouk. On n'a pas vraiment d'impact, mais on va avoir plutôt un impact de la dose en PCB. Avec la température, on a vraiment cet effet dose-là qui augmente, puisqu'on a une explosion des malformations pour la température 8,5 degrés et la contamination à 250 nanogrammes par gramme. Puisqu'à l'éclosion, on est autour de 80%. À l'alimentation exogène, on n'est pas loin non plus. Et l'alimentation mixte, on tape dans les 90% de larves malformées. Quand on s'intéresse au stress oxydatif, là encore, les modèles nous disent que nos 3 facteurs ont un impact sur le stress oxydatif ici. Donc, on va avoir une augmentation du stress oxydatif avec la température, ce qui est classiquement connu dans la littérature. Alors, on voit quand même que c'est assez stade dépendant aussi, hein, parce qu'on voit que cette montée, elle est vraiment vue à l'alimentation mixte et à l'alimentation exogène. Après, on va avoir un effet dose pareil qui va être très stade dépendant, notamment à l'alimentation exogène, quand on a un effet cumulatif PCB et température pour la contamination à 250 nanogrammes. Mais ça reste quand même stade dépendant. Après, dans la littérature, il est connu que la concentration en PCB augmente aussi le stress oxydatif. Quand on s'intéresse à notre neurotransmetteur, donc l'acétylcholinestérase, les modèles nous montrent également qu'on a un impact de nos 3 facteurs. On a une diminution chez nous de l'acétylcholinestérase, notamment en éclosion, émergence, puis après c'est plutôt neutre, avec la température, donc ce qui va plutôt à l'encontre de ce qui est rapporté dans la littérature, où on s'attend à avoir une augmentation. Mais ça peut être cohérent quand on s'intéresse aussi à la littérature faite avec les PCB, où pour notamment des organochlorés, on a une diminution de l'acétylcholinestérase. Nous, on va avoir une augmentation quand on va avoir l'effet température et PCB qui vont être cumulés, notamment à 250 nanogrammes pour la contamination, pour la période d'incubation à 8,5. Donc, on a toujours cet effet seuil de cette contamination à 250 nanogrammes par gramme.
Quand on regarde les profils de performance, donc là, c'est la consommation de la réserve vitéline. Donc en bleu, vous avez toujours les larves à 4 degrés, et puis en rouge, c'est les larves à 8,5 degrés. Le petit 1, c'est l'éclosion, le 2, c'est l'émergence, et le 3, c'est l'alimentation mixte. Et ensuite, vous avez les concentrations en PCB. Donc on a bien une diminution, ce qui était attendu par la littérature, de notre volume ici de réserve vitéline avec la température. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un effet ici contamination en PCB, puisqu'on a une vraie diminution forte en fonction de la concentration en PCB. Quand on s'intéresse à l'efficience d'utilisation de la réserve vitéline, donc là, c'est un rendement d'utilisation en fait, de la réserve, et bien finalement, on a un impact de nos 3 facteurs, la température, le stade biologique et la contamination en PCB. Mais on voit surtout qu'on a un effet, notamment à l'éclosion, qui est plus un effet dose, puisqu'à 250 nanogrammes, on a vraiment une diminution de ce rendement-là. Mais au final, après, pour l'émergence, on n'a pas de différence. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer à chaque fois, c'est que pour l'effet température et concentration en PCB, la concentration à 125 pour une incubation à 8,5 degrés est toujours basse. Donc là, on a vraiment un impact de cette contamination-là avec cette température. Quand on va s'intéresser aux taux de croissance, les taux de croissance spécifiques, donc là, pareil, on a toujours nos 3 facteurs qui interagissent sur nos taux de croissance, la température, les stades biologiques et la contamination en PCB. Donc les taux de croissance, là, ici, sont calculés par période, plus par stade, en fait. Donc P2, c'est entre l'éclosion et l'émergence. P3, ça sera entre l'émergence et l'alimentation mixte. P4, ça sera entre l'alimentation mixte et l'alimentation exogène. Et P5, entre l'alimentation exogène et juvénile. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un effet température. Donc, on a un taux de croissance qui va augmenter avec la température. Ça, c'est classiquement connu également. On ne le retrouve pas forcément à l'éclosion dans notre étude. Après, il est classiquement connu aussi qu'on a une augmentation du taux de croissance avec la contamination en PCB. Donc, on le remarque également pour les larves à 4 degrés et l'effet est exacerbé pour les larves incubées à 8,5 degrés. Par contre, il faut faire attention parce que dans ce calcul du taux de croissance spécifique, on a la longueur totale qui intervient. Et dans nos larves incubées à 8,5 degrés et contaminées à 250 nanogrammes sont vraiment plus grosses que les autres. Et de nombreuses études ont montré qu'elles étaient plus grosses et plus grandes en raison de problèmes hormonaux, donc qui peut-être fausser ce taux spécifique de croissance. On observe aussi une croissance compensatoire pour nos témoins à 8,5 degrés et contaminés à 50 nanogrammes par gramme, enfin nos témoins, dans la période P3 qui est également connue dans la littérature, où les larves avec la température vont en fait avoir une petite taille à l'éclosion et ensuite vont avoir cette phase de croissance compensatoire. Mais par contre, on l'observe ici que en P3. Pour les autres, ça va venir beaucoup plus tard et peut-être dû à des problèmes plutôt hormonaux qu'une croissance compensatoire. Quand on va s'intéresser à la croissance allométrique, alors la croissance allométrique, c'est vraiment un ratio sur la longueur totale des différentes parties du corps et ça va nous donner aussi un moment où la croissance va shifter. En fait, ça nous sert de calculer la période où notre larve va avoir 2 phases de croissance pendant ses premiers stades de vie. Alors, pour les larves à 4 degrés, on n'a pas trop de différence entre nos témoins et notre contamination à 125. On a par contre un chiffre de croissance qui est beaucoup plus tôt pour la contamination à 250, qu'on va retrouver également à 8,5 degrés. Alors, on ne s'attendait pas forcément à ce résultat-là, parce que classiquement dans la littérature, la température diminue en fait la longueur au shift de croissance. Et là, on ne le retrouve pas forcément. Donc, si on regarde un peu plus en détail, les différentes parties, et donc notre phase 1 et notre phase 2 de croissance, on va avoir donc nos paramètres de tête qui va être perception, alimentation, et puis on va avoir on va avoir les paramètres de digestion et de performance de locomotion. Donc, on s'aperçoit que pour nos larves à 50 nanos, en fait, on a une croissance qui est plutôt classique à 4 degrés. À
8,5 degrés, on a une croissance. Alors, le gris, c'est neutre. Le vert, c'est une croissance positive. Et le orange, c'est une croissance négative. Donc, en fait, on va avoir un fort impact à 4 degrés de notre dose, à 250 nanogrammes par gramme, puisqu'en fait, on va avoir un profil de croissance qui va être un petit peu à l'envers, puisqu'on ne va pas avoir, en phase 1, on va avoir une période une acquisition de la perception, donc notamment visuelle. On va avoir une mâchoire qui va être très développée, des paramètres de digestion développés. On n'aura pas de paramètres de perception et de locomotion qui va se développer. Alors que par rapport à nos témoins, c'est là justement où ça se développe. Donc, on est vraiment en inverse. Et pendant la phase 2, on a soit une phase de croissance pour les paramètres de perception, alimentation qui est neutre, une phase des paramètres de digestion qui ne va pas grandir en fait. Donc, on va avoir des problèmes au niveau de la digestion et de locomotion qui va être neutre également. Quand on va s'intéresser à nos témoins à 50 nanogrammes et incubés à 8,5, donc on a cet impact de la température qui est connu, hein, où en fait on a vraiment un retard de croissance au début et ensuite on a un rattrapage, parce que sur tous les paramètres de perception, alimentation, digestion et performance de locomotion, on n'a quasiment pas de croissance positive et ensuite on va avoir une forte période de croissance sur tous les paramètres. Donc ça, c'est assez connu. Pour la contamination ici à 125, eh ben, on va avoir une croissance qui va être positive pour la perception et puis ensuite donc, qui va être positive pour la digestion et la performance de locomotion en phase 1. Et en phase 2, on va avoir une croissance neutre ici pour la perception et l'alimentation et puis positive pour la digestion et la performance. Mais le plus gros impact, hein, ça va être le couplage température et PCB, puisque pour nos larves incubées à 250 nanogrammes par gramme, concrètement, on ne va pas avoir d'acquisition des performances de perception et d'alimentation en phase 1. Et ensuite, ça va être neutre pour la phase de digestion et performance de locomotion. Donc ici, on va vraiment, et en phase 2, on aura pareil un profil complètement modifié par rapport à nos témoins, puisqu'on n'a pas d'acquisition des paramètres de perception et d'alimentation, et puis plutôt négatif pour la digestion et la performance de locomotion. Donc tout ça, ça va pouvoir être relié, donc ce retard visuel de perception de son environnement à des problèmes plutôt moteurs, puisqu'on va avoir des larves, on verra plus tard, qui vont être plutôt hyperactives. On a vu qu'elles avaient une consommation forte de la réserve vitéline, due justement à cette hyperactivité. Et puis, on a aussi des retards digestifs qui vont pouvoir entraîner des problèmes d'alimentation. Alors justement, quand on va regarder les paramètres de comportement en termes d'agressivité, donc là, il y a seulement la température qui a un impact sur nos paramètres d'agressivité. On a une augmentation du nombre de contacts qui va être liée à la température, ce qui est conforme à ce qu'on va retrouver dans la littérature. En termes d'activité, on va avoir pareil. Là, ça va être la contamination maternelle qui va avoir un rôle plus que la température et nos facteurs croisés. On voit que plus on augmente la dose en PCB et plus en fait on a des larves qui vont être actives. Donc ça, c'est connu également dans la littérature. Et ce comportement d'hyperactivité va être lié notamment à une altération de la voie dopaminergique. On peut également relier cette hyperactivité à une hypersécrétion de nos neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholinestérase. Quand on va s'intéresser aux tests d'anxiété, donc HC, c'est en haut central, BC, c'est bas central dans notre colonne d'eau, HP, c'est en haut, en périphérie de notre colonne d'eau, et BP, c'est en bas, donc en périphérie. Donc nous, les paramètres, les comportements qui vont être vraiment anxieux, ça va être ceux qui vont être en fait en périphérie. Donc ici, on a seulement la température et la contamination en PCB qui va avoir un impact. Donc on n'a pas d'impact seul sur l'anxiété, ce qui n'était pas vu par rapport à la littérature, mais par contre, on a un impact PCB et température qui va être fort ici, parce qu'on est en haut de la colonne d'eau. Donc, c'est des larves qui vont être peu anxieuses parce qu'elles vont se retrouver en haut de la colonne d'eau, donc vraiment exposées aux prédateurs. Et ce comportement-là, il est vraiment flagrant chez les larves contaminées à 250 nanogrammes et incubées à 8,5 degrés.
Donc, ça va avoir pour conséquence probable un faible comportement d'évitement de la prédation chez nos larves. Alors, pour conclure et rassembler tous ces paramètres, je vais m'appuyer sur la théorie des pulses et des copy-styles. En fait, ces deux théories vont rassembler un certain nombre de paramètres physiologiques, comportementaux et dits de stratégie démographique en deux types de phénotypes. Un phénotype avec des individus dits avec des stratégies lentes et réactive, et puis un profil d'individu dit rapide et plutôt proactif. Donc ceux qui vont être plutôt rapides, ils vont avoir un cycle de vie qui va être plutôt court, avec un métabolisme qui va être plutôt fort, avec une activité qui va être plutôt très importante, et une agressivité également plutôt importante. Donc là, vous avez sur le côté droite de l'écran, le côté théorique. Donc ça, c'est les paramètres théoriques de la théorie des pulses et des copy-styles. Et puis ensuite, on a nos paramètres à nous là qu'on a fait dans cette étude. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment un continuum pour coller à ces deux profils, au profil lent et au profil réactif, puisque nos témoins ont plutôt un profil dit lent, avec un taux de croissance qui va être plutôt bas. Donc, en orange, c'est plutôt bas et en vert, c'est haut, avec une faible agressivité, pas trop d'activité. Par contre, ça va être des larves qui vont être anxieuses, donc elles vont avoir vraiment un comportement ici d'évitement de la prédation. Elles vont avoir un stress oxydatif également qui va être moins développé, et puis un métabolisme qui va être moins développé également. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve, nous, dans nos schémas. Pour les larves contaminées à 125, quelle que soit la température, on a à peu près le même profil. En fait, on va se situer entre vraiment le profil phénotypique avec des individus lents et réactifs et des individus rapides et proactifs. Donc, on voit vraiment qu'on a un continuum ici qui se fait plutôt en fonction de la contamination en PCB plutôt que de la contamination, que de l'effet température, puisque nos larves contaminées à 250 collent plus au profil des individus rapides et proactifs avec un taux de croissance qui va être fort, une croissance allométrique qui va être plutôt rapide. On a un shift de croissance qui est rapide, une agressivité. Alors, ça marche bien pour les larves à 250 et exposées à 8,5 degrés, où elles vont être vraiment agressives et elles vont être peu anxieuses, donc plutôt prédatées, ce qu'on pense. Un stress oxydatif marqué, les neurotransmetteurs ici sont plutôt activés, alors que dans la théorie, ils devraient être moins activés, donc on ne colle pas tout à fait sur les paramètres physiologiques. Après, c'est aussi variable peut-être en fonction des mères et de ce qui a été transmis, et puis on est sur de l'expérimental aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce continuum de paramètres qu'on avait et ces profils phénotypiques qui semblent se détacher en fonction donc, de nos deux contaminations et d'une potentielle acclimatation à ces deux stress. C'était donc ma diapo de fin. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Super, merci beaucoup Émilie. C'est super intéressant. Merci aussi d'avoir respecté le timing, 30 minutes, magnifique. Peut-être que tu peux enlever le partage d'écran et puis j'invite un peu tout le monde peut-être à rebrancher les caméras. Ça sera plus sympa pour la séance de questions, à moins que, bon, après, si on a un problème de flux, on verra, mais voilà. Ce sera quand même plus sympa pour Émilie. Donc, Jean a levé la main, donc je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de questions parce que j'ai participé un peu de loin mais à ce projet. Tout d'abord, merci, Émilie, parce que c'est vrai que c'est… moi, ce que je retiens de manière un peu globale, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on a énormément de paramètres. Alors, ça, c'est le côté qui est positif parce qu'il y a plein de choses à voir. Le côté qui est un peu compliqué, j'en parle parce que je suis en train de répondre au rapport, c'est qu'il y a tellement de choses que ça devient un peu complexe, en fait, à vraiment tirer de l'information. Mais je trouve que l'idée là de ton tableau synthétique à la fin est vraiment une bonne idée.
Et je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à s'appuyer là-dessus. Ok. Parce qu'effectivement, voilà, on est dans de la diversité de paramètres. Il y a la température, il y a ces différentes doses, il y a ce stress, la croissance, etc. Et bien sûr, on n'a pas une réponse unique à tout ça. On est, parfois ça marche moins bien. Mais l'idée d'arriver à remettre ça dans cet aspect théorique et à avoir un graphique un peu synthétique, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Merci. Et... On ne t'entend pas, Stéphane. J'avais par politesse coupé mon micro pour te laisser pleinement le... Voilà. Qui veut poser une question? N'hésitez pas. Ben, vas-y, Alex. Oui, bonjour, merci Émilie, c'était une super présentation, je trouvais super intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à la mortalité, puisque finalement, j'ai l'impression que c'est le paramètre central. À la fin, on a effectivement une multitude de paramètres. J'ai l'impression que c'est un peu noyé aussi au milieu de l'ensemble des autres paramètres étudiés. J'ai l'impression que c'est quand même le paramètre phare, puisqu'il y a quand même une faible survie. En tout cas, la survie est très fortement impactée par tes deux paramètres. Alors, pourquoi finalement ne pas plus insister dessus? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que finalement, par rapport à tes deux paramètres étudiés, c'est plutôt un effet additif ou cumulatif sur la mortalité? Alors, tu as raison. Je pense que la mortalité, elle est un petit peu noyée. Après, la mortalité, on le retrouve. L'idée, c'est dans les copy styles et dans les pulses. En fait, le profil rapide, c'est ceux qui ont une vie courte, en fait. Donc, finalement, on retrouve un petit peu là-dedans cette idée de survie qui va être diminuée. Je ne l'ai pas forcément très bien expliqué, mais on retrouve en fait ce paramètre là-dedans. Donc, il est plus ou moins noyé, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on se retrouve qu'avec 12% de nos larves qui passent. Après, l'idée, c'était de voir derrière aussi comment elles passent, ces larves-là, et est-ce qu'elles ont la potentialité, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment juste une expérience voilà, d'adaptation pour justement continuer après la population. C'était ça aussi l'idée. C'est pour ça qu'il y avait tous ces paramètres pour essayer de vraiment faire un package global et essayer de voir dans leur ensemble tous ces paramètres. Est-ce que ça peut coller à une potentielle adaptation en fonction du phénotype qui sort? Mais encore une fois, c'est que sur des F1, voilà, sur un nombre limité d'individus. Et après, je dirais que ça dépend des paramètres. Typiquement, sur la survie, c'est plutôt un effet cumulatif, puisque en fait, mais on a quand même un fort effet dose, hein, parce que quand on est à 125 nanos de contamination dans les ovules avec des larves incubées à 4 degrés, on tombe à 20% de survie, ce qui est quand même pas terrible, et on tombe à 12 quand elles sont incubées à 8,5. Donc on a quand même un effet cumulatif température et PCB, mais on a un effet dose qui est quand même hyper important, parce que pour les larves incubées à 125, qui ont été contaminées à 125 et incubées à 4 degrés, on est à 75% de survie. Donc, il y a un effet PCB, mais qui n'est pas terrible. Mais c'est vraiment la dose 250 où là, on a un gros coup d'arrêt, plus un effet température et 250 nanos, où là, ça pousse encore un peu plus loin. Mais typiquement, sur, par exemple, l'activité, ça sera que la température qui aura un effet. Donc après, voilà, ça va dépendre vraiment des paramètres. C'est pour ça que j'ai essayé d'afficher, parce que voilà, c'est vraiment paramètre dépendant, cet effet cumulatif, synergique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Super. Merci pour ta réponse. Merci Alex. Merci Émilie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, moi j'en ai une. En fait, tu as commencé en introduction en montrant la problématique démographique de ce poisson du Bourget. Et donc, que potentiellement, effectivement, il y avait cet effet contaminant qui pouvait intervenir sur cette dynamique des POP et puis cette décroissance qu'on observe depuis quelques années, et la pollution avérée dans les chairs des tissus de ces animaux. Est-ce que du coup, tes expériences, vous arrivez à faire le lien justement entre l'observation in situ et ce que tu montres expérimentalement? Est-ce qu'on peut commencer à dire, bah oui, probablement que ça intervient à raison d'un pourcentage élevé ou pas, ou est-ce que c'est trop tôt? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour potentiellement, éventuellement répondre à cette question si on y arrive?
En fait, je dirais que ça peut coller, mais pour vraiment regarder si on est dans les clous, entre guillemets, il faudrait qu'on pêche des femelles du Bourget et qu'on regarde la contamination au niveau des ovules. Parce que là, la contamination au niveau de l'ongle chevalier, quand on la dose, c'est dans les filets. C'est comme ça que sont faites les normes. Et donc, dans les filets, on a 200. Après, moi, il y a quand même un plus ou moins biais, c'est que je les ai injectés en intrapéritonéal, mes individus. Donc, forcément, j'ai contaminé la zone, entre guillemets, que je voulais. Après, je les ai laissés pendant 1 mois, histoire qu'elles s'imprègnent bien. Quand j'ai fait le dosage dans mes filets, pour les contaminer à 250 nanos dans les ovules, j'étais à 90 nanos dans les filets. Donc, voilà, il y a vraiment un ratio, mais comme je les ai contaminés en intrapéritonéal, ça peut venir de là aussi. Dans la littérature, on trouve des résultats qui nous disent que c'est pas forcément vrai et qu'en fait, on a un taux d'assimilation qui est le même, que ce soit par ingestion ou par contamination intrapéritonéale. Néanmoins, ça mériterait d'être vérifié sur le terrain en allant pêcher des femelles, en regardant comment elles sont contaminées dans les filets, comment elles sont contaminées réellement au niveau des ovules. Donc ça, on ne l'a pas fait. C'est un peu, je dirais, le biais qui me permet de ne pas te dire oui ou pas te dire non. Parce qu'au final, je n'ai pas la réponse. Mais l'idée derrière aussi de cet expé, c'était de déterminer un effet seuil et très pratico-pratique, d'arriver à avoir un dosage rapide au niveau des ovules pour dire cette ponte, on la prend ou on ne la prend pas. Parce que là, on voit bien qu'une ponte qui est contaminée à 250 nanos, bah, ça ne sert à rien de la prendre en fait. Les descendants, ils seront... Enfin voilà, il y aura trop de cases derrière. Mais si c'est une ponte qui est contaminée à 125, on peut la prendre pour le repeuplement. En fait, c'était aussi ça l'idée derrière de cette manip. Merci. Et les doses, juste pour compléter, avaient été faites pour tomber en fait à peu près dans les clous de ce qu'on retrouve dans le Bourget, mais les clous théoriques, parce que j'ai pas la contamination dans les ovules réelles. Les dernières valeurs que tu montrais, parce que tu disais sur le lac du Bourget, c'était en moyenne ces dernières années autour de 200 nanogrammes. Et là, les toutes dernières valeurs, c'est quelle année en fait? C'est 2017. Ok. Depuis, on n'a pas Donc de... ça commence à dater. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, on voit qu'il y avait une décroissance marquée au début, puis après, ça a stagné, hein, c'est ça, avec une variabilité importante. Donc là, aujourd'hui, il y a des choses qui vont être faites. Peut-être, Jean, si tu sais... En fait, ouais, je crois qu'on en avait parlé avec Manu, mais pour le moment, l'ANSES a d'autres chats à fouetter. Donc, du coup, voilà, les services ne sont pas reprochés sur le problème. Mais je pense que comme la pêche est interdite, il y a un moment où il va falloir effectivement qu'il y ait à nouveau que l'administration puisse refaire des dosages in situ. À un moment, on avait envisagé de prendre des poissons du milieu naturel, mais bon, c'est vrai que du coup, ça pose un peu des problèmes techniques, je dirais, de disponibilité des œufs pour être présent pour aller les chercher. Et puis le problème aussi des traits de vie qui peuvent être différents selon les femelles et selon les mâles que tu vas utiliser. L'avantage des poissons expérimentaux, c'est que du coup, ils ont des traits de vie qui sont tous identiques. Et donc, le seul paramètre qui change quelque part est le niveau de contamination. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais effectivement, comme le dit un de nos participants, ce n'est pas la pêche qui est interdite, c'est la commercialisation et la consommation humaine. C'est-à-dire que les pêcheurs amateurs peuvent en fait en pêcher, mais voilà, c'est à leur risque et péril. Normalement, je ne sais même pas s'ils ont le droit de les consommer. Victor, quand même, tu pourrais apporter ton éclairage? Je crois que normalement, tu es... Ah, il y a Sébastien qui est là. Oh putain, je vais plus parler. Je crois que normalement, tout le monde est censé, et les amateurs sont censés les remettre à l'eau. Okay. Ouais, c'est ça. En toute logique, le pêcheur amateur peut tout à fait pêcher le poisson de façon, entre guillemets, un peu sportive. Et puis, s'il veut le garder et puis donner le poisson à manger à son chat, il peut le faire. Mais du coup, ouais, il y a une complexité au niveau de la surveillance. Et d'ailleurs, les gardes de pêche, souvent, sont bien embêtés pour leur dire, votre poisson, là, vous êtes censé le remettre à l'eau et pas le consommer. Ils peuvent, ouais, en effet, le garder et puis... comme je disais, le donner à manger à leur chat, quoi.
Mais donc, il y en a beaucoup. En fait, dans les premières années d'interdiction, on a vu que la pêche amateur jouait le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont tous arrêtés de le pêcher, et puis progressivement, ils sont revenus dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai des données de capture dans les années récentes où on voit que… alors, l'année dernière, ce n'était pas le cas, mais l'année d'avant, il y a eu des très belles captures d'ongles chevaliers. Et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que voilà, il y a des variations. On voit bien que le package lacustre a un effet très important quand même sur les quantités pêchées. Et on a encore des problématiques de reproduction naturelle avec toutes les hypothèses qu'on a émises. Et donc, les PCB en font partie. Et c'est intéressant de voir entre des lacs qui sont moins contaminés au PCB, mais qui, c'est vrai que sur l'aimant, on a mis en avant aussi qu'il y avait des difficultés de reproduction naturelle. Donc, quels sont les facteurs un peu discriminants là-dedans? C'est très compliqué à savoir. En tout cas, je trouve ça très intéressant ce que tu as montré, Émilie, sur l'impact des PCB, puisque c'est vrai que nous, jusqu'à présent, on avait toujours tendance à dire sur le lac du Bourget, la production naturelle est très impactée par le fait que la reproduction se fait dans des couches encore profondes, où il y a encore des problèmes certainement de réoxygénation aux interfaces sédiments-eau. Mais du coup, ces paramètres-là n'étaient pas encore bien regardés, paramètres contamination PCB. Et donc, c'est un facteur à prendre fortement en considération également dans notre lac, ça c'est clair. Et pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que l'idée aussi un peu pratico-pratique, hein, ce serait de réfléchir effectivement en termes de repeuplement s'il ne faut pas faire une sélection des géniteurs, tu vois. Alors ça, je me pose la question parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Donc, quand on fait la reproduction artificielle dans le cadre du package lacustre, on voit bien qu'on a quand même de la réussite. Et en général, on prend des géniteurs, que ce soit des femelles de tous âges et de toute taille, quoi. Et du coup, après, une fois qu'on balance ça en pisciculture, il y a une très bonne… contrairement même au Lavaret, il y a une très bonne réussite finalement entre la quantité d'œufs récoltés et puis le taux de survie et ce qu'on va relâcher dans le milieu. Il y a assez de pertes en pisciculture. Donc, je me pose la question du coup parce qu'on doit avoir vraiment un mélange de concentration en PCB des femelles que l'on prend. Parce que c'est très… voilà, on ne fait pas attention à tout ça. Et du coup, mais là-dedans, il y a quand même, on voit bien que dans notre suivi PCB, il y a quand même une concentration en PCB des ongles chevaliers au lac du Bourget qui est évidente. Et peu importe la taille, alors c'est sûr que des grosses femelles sont plus contaminées quand même, mais même des femelles ce qu'on a regardé de 30-35 cm, elles sont déjà bien contaminées, elles sont à 250 comme tu le dis, et c'est avec ça qu'on fait la reproduction, package lacustre. Et derrière, il y a une bonne survie. Donc, voilà, je me pose cette question-là. En tout cas, ça me paraît très compliqué aussi de faire de la sélection de femelles quand on est sur… de toute façon, quand on est sur les bateaux, on fait la reproduction sur les bateaux. Et après, on relâche les poissons. Enfin, ça demanderait à réfléchir autrement. Oui, ben c'est ça, c'est effectivement. Après, ce serait des stratégies un peu différentes où tu ferais plus la fécondation sur le bateau, tu pourrais faire un prélèvement d'œufs, aller au labo, faire un dosage en moins de 24 heures et puis faire les fécondations en fait sur le pool de femelles identifié que le lendemain, tu vois. Mais c'est nos stratégies, c'est des stratégies un peu différentes. Mais bon. Ouais. Mais c'est un peu comme ça qu'on avait vendu le projet aussi pour avoir du fric. Oui. Mais est-ce qu'on sait sur l'aimant, du coup, comment a évolué la reproduction naturelle? Parce que le léman est moins concerné quand même en termes de contamination PCB que le Bourget, par exemple. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait travaillé avec Alexis sur le marquage des ongles chevaliers et la quantité et le taux de reproduction naturelle avéré, il me semblait que c'était à peu près kiff-kiff entre le léman et le Bourget. C'est-à-dire que moi, pour rappel, quand on a fait du fluomarquage des otolithes et du coup, on arrive à estimer qu'il y a 10% de la population qui est vraiment issue de la production naturelle, 90% sont issus du package lacustre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, on a remarqué l'ensemble des ongles chevaliers des 3 dernières cohortes. Donc, on va se relancer dans une évaluation
de l'efficacité du package ACUS. On va voir si ça a évolué ou pas. Mais est-ce qu'au Léman, on est aussi sur ce rapport 90-10? Alors, moi je n'ai pas d'informations récentes là-dessus, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis assez longtemps sur le sujet. Par contre, sur Annecy, il y a là aussi du marquage qui a été réalisé sur les 3-4 dernières années et les premiers résultats qui vont arriver bientôt, et donc sur lequel on aura à nouveau un retour sur le pourcentage de reproduction naturelle et repeuplement. Et Seb, cette opération-là, elle pourrait nous intéresser. Alors, je ne sais pas si Alan est dans la boucle, là, je ne vois pas son nom, mais Alan Raffard est un nouveau chercheur hein, qui travaille sur la problématique de la diversité intraspécifique et qui va s'intéresser un petit peu, si tu veux, à ces aspects sur le lac, entre autres sur le lac d'Annecy, hein, de l'origine des différentes populations. Et du coup, on a demandé au lac d'Annecy de nous garder des échantillons pour faire de l'analyse génétique en fonction de la provenance du repeuplement. Il faudrait qu'on fasse la même chose sur le Bourget. On pourrait faire un petit point là-dessus à l'occasion? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, je t'envoie un mail. C'est quoi ton adresse? Ah, il est drôle. Super, merci pour vos interventions. Est-ce qu'on prend une dernière question avant de libérer tout le monde? Non, ben, a priori, ça veut dire que c'était très, très clair. Donc, merci encore, Émilie. Eh ben, merci à vous. Et puis, à bientôt tout le monde. On verra pour le prochain séminaire quel format ce sera, mais là, c'était plutôt probant. Donc, Et du coup, Stéphane, là, tu avais envoyé aussi à l'extérieur parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde de l'extérieur. ouais, j'avais, comme d'habitude, j'ai une énorme mailing list. Hein. Ah ouais. Bon. Et regarderons en replay. Exactement, c'est enregistré. Donc, on va éviter de dire des bêtises maintenant, comme ça, on va faire un truc enregistré propre. Oui. Oui, mais sur l'enregistrement, tu laisses les questions aussi? Bah là, pour l'instant, j'ai laissé enregistrer, donc on verra si on peut les laisser ou pas, enfin, à moins que vous ayez dit des choses secrètes, je ne sais pas. Il n'y a pas eu trop de bêtises, ça va? Non, ça va, mais c'est quand même bon de savoir. Merci tout le monde. Merci, Émilie. Eh ben, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Je crois que